Bonsoir la famille, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ce soir, nous allons nous diriger vers le Japon. Nous allons parler d'un chien qui symbolise parfaitement l'expression ne pas juger un livre à sa couverture. Sous ses aspects de grosse peluche se cache un chien redoutable au caractère bien trempé qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et ce chien, c'est l'Akita. C'est parti. Merci à ceux qui m'ont conseillé de faire cette vidéo. Alors, l'histoire des chiens au Japon est faite de haut et de bas. On peut dire qu'ils reviennent de loin. Les premiers chiens japonais sont arrivés environ 10 000 ans avant Jésus-Christ avec le peuple Jomon. Apparemment, à cette époque, les chiens étaient très respectés puisqu'on a retrouvé des tombes où les propriétaires s'étaient enterrés avec leurs chiens. Ces chiens donc, du peuple Jomon faisaient à peu près la taille d'un Shiba Inu et donc ont été à l'origine des 6 races majeures actuelles japonaises. Donc ces races actuelles sont l'Akita, le Kaiken, le Kishu, le Shiba Inu, le Shikoku et l'Hokkaido. À la fin de la civilisation Jomon sont arrivés les Yayoi, un peuple qui venait principalement de Corée. Ils ont apporté avec eux des chiens, des croisements se sont opérés et on a pu voir en observant les squelettes que ces chiens avaient un stop plus prononcé et un corps plus large que les chiens des Jomon. En observant ces squelettes de chiens de l'époque Yayoi, on a aussi pu remarquer que les ossements étaient très abîmés, ce qui pourrait indiquer que les chiens étaient utilisés comme source de nourriture. Je mange pas ce genre d'animal. Ce qui aurait été impensable pendant l'époque des Jomon. Il y a ensuite eu de 300 à 710 la période Kofun avec de nouvelles migrations venues de Chine et de Corée et donc encore une fois de nouvelles importations de chiens venus de l'extérieur. Avant les années 700, on peut dire qu'on était plutôt dans la préhistoire puisqu'on avait des données basées sur des découvertes archéologiques. À partir de 710, on peut dire que c'est l'histoire du Japon qui commence puisqu'il y a beaucoup de textes écrits. C'est la période Nara. Donc, il y aura notamment le texte de Nihon Shoki, chronique du Japon, en 720, qui cite Ayuki, le premier chien doté d'un nom dans l'histoire japonaise. Pour l'anecdote, ce chien aurait tué un Mujina. Qu'est-ce que c'est ? Probablement donc un chien vivrin du Japon. Ce même livre, donc les chroniques du Japon, cite aussi plusieurs ambassadeurs qui seraient venus de pays étrangers avec pour cadeau des chiens de leur pays. Donc ça, on en a déjà parlé, ça a toujours été une habitude de tout temps pour les ambassadeurs ou les présidents de différents pays d'offrir des chiens en cadeau. Voilà, tout ça pour dire que l'histoire des chiens au Japon remonte à loin et aussi qu'il y a eu pas mal d'importations de sang nouveau avec les différentes migrations qui ont eu lieu au Japon. Après la période Nara, c'est la période Heian. Et dans le nord de l'île d'Honshu, dans la région de Tohoku, dans la préfecture d'Akita, près d'Odate, il y a un peuple qui s'appelle les Mataji. Alors les Mataji sont un peuple chasseur de très gros gibier, donc ours, cerfs, sangliers, et ils ont des chiens. On les appelle les Mataji Dogs, les chiens des Mataji. À ce moment-là, on peut déjà dire qu'on est aux prémices de la construction de la race de l'Akita. Après l'époque Heian, pendant l'ère Kamakura et l'ère Muromachi, on va pouvoir assister à la création d'un nouveau sport, principalement pratiqué par les samouraïs. Le but était donc de tirer à l'arc sur un cheval. La cible était des chiens. Faut pas faire ça là-haut. Ce sport s'appelait l'Inu Mono. Pendant l'ère Edo, la condition des chiens va énormément s'améliorer, surtout pendant le règne du shogun Tokugawa Isunoyoshi. Je connais pas, j'ai pas de culture. Parce que, alors, comme il ne pouvait pas avoir d'héritier, il a consulté les religieux, les moines de l'époque, qui lui ont dit que s'il voulait avoir un enfant, il devait absolument traiter l'animal de sa naissance, vous savez, chaque année est symbolisée par un animal, et bien lui, l'animal de sa naissance, c'était le chien. Donc voilà, donc pour avoir un héritier, il devait absolument traiter avec un très grand respect tous les chiens de l'Empire. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc dans ce contexte, l'Akita est devenu un chien de samouraï et de noble. Et puis arrive l'époque Meiji. Alors là, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Premièrement, l'époque Meiji, c'est la fin du système féodal, c'est la fin des samouraïs. Et c'est le début de l'industrialisation. Nous avons des chemins de fer, des canons, des habits occidentaux. C'est une période où on va commencer à voir apparaître les combats de chiens. Non, parle pas de ça ici. L'Akita est un choix de prédilection pour cette activité. Donc pour les combats, les chiens ont été croisés avec des races étrangères pour avoir des chiens plus musclés. On a même vu des chiens qui n'avaient plus les oreilles dressées typiques des Spitz
J'en profite pour faire une petite parenthèse sur le type Spitz. Donc les 6 chiens japonais que j'ai cités tout à l'heure sont tous de type Spitz. Alors le type Spitz, c'est pas très clair, c'est pas facile à déterminer, mais de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des chiens avec un gros pelage, puisqu'ils viennent de régions froides, avec les oreilles triangulaires dressées, le nez pointu. Après, la taille, oui, ça varie énormément, parce que le poméranien ou le husky sont des Spitz. Et c'est aussi à cette époque que le Japon va vouloir assimiler ces tribus de régions un peu plus reculées. J'ai rêvé d'un Japon unifié. C'est ce qu'ils vont faire avec les Mataji, et ils vont leur interdire la chasse, ce qui va entraîner leur déclin, et donc le déclin de leurs chiens, l'Akita. Premier coup dur pour l'Akita, et c'est pas le dernier. En 1910, la situation s'est encore empirée quand le gouvernement japonais a ajouté une taxe sur les chiens. Donc beaucoup de propriétaires ont tout simplement tué leurs chiens. Après ça, il y a eu une grosse épidémie de rage. Donc voilà, encore une très mauvaise période pour l'Akita. Quoi encore? Bon, malgré tout ça, en 1927, l'Akita Inu Ozonkai Akiho, un organisme qui contrôlait qu'il n'y ait pas de croisement avec d'autres races et qui travaillait bien sûr à sa préservation. Et le 31 juillet 1931, l'Akita Inu était le premier des 6 chiens japonais à recevoir la désignation de Tennen Kinenbutsu, le titre de monument national décerné par le gouvernement japonais. C'est aussi à cette période que va vivre probablement le plus célèbre Akita du Japon, Hachiko. Il est né en 1923. J'ai fait un short sur cette histoire, donc allez le regarder si vous êtes intéressé. Et bon, je vais vous raconter l'histoire brièvement quand même. Donc Hachiko était le chien de Hidesaburo Ueno, un professeur à l'université impériale de Tokyo. Tous les jours, le professeur, donc Ueno, allait à l'université en prenant le train. Il prenait le train à la station de Shibuya. Hachiko l'accompagnait tous les matins à la station de train et le soir il venait à nouveau chercher le professeur Ueno à la station de train, mais un jour le professeur Ueno va avoir une crise cardiaque à l'université de Tokyo et donc il ne va pas rentrer à la maison. Et c'est là que l'histoire incroyable d'Hachiko va commencer. Donc pendant 10 ans il va aller tous les soirs à la station de Shibuya pour attendre son maître. Donc l'Akita est devenu un symbole de loyauté, Hachiko est devenu extrêmement célèbre. À sa mort en 1935, ils ont organisé des funérailles en son honneur. Voilà, Hachiko était devenu une légende, un symbole de loyauté, et ils ont érigé une statue en son honneur à la station de Shibuya. Cette histoire va énormément émouvoir Helen Keller, qui va être la première à importer un Akita aux États-Unis. Elle a d'abord importé un premier chiot qui est décédé à l'âge de 7 mois, et puis ensuite elle a acquis un deuxième chien en 1939, Kenzan-go. Et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale, donc probablement le moment le plus difficile dans l'histoire de l'Akita, puisqu'on va pratiquement assister à son extinction. Je m'explique. Donc, pour l'effort de guerre, le gouvernement va demander aux propriétaires de chiens de les tuer. Ils vont servir de viande, parce que déjà les gens avaient faim à cette époque, et leur fourrure va servir à fabriquer des uniformes chauds pour les officiers. Heureusement, certaines personnes ne vont pas se plier à ces nouvelles règles, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont lâcher leurs chiens dans la nature en espérant les revoir un jour. D'autres vont réussir à les cacher, et d'autres vont les croiser avec, par exemple, le berger allemand, qui était un chien considéré comme un chien d'utilité militaire, donc qui n'était pas concerné par cette règle. 2 personnes vont vraiment être déterminantes donc, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, donc c'est Ishinoseki Kunihiro et Moriesawa Taishi, qui vont garder quelques spécimens qui vont ensuite servir pour recommencer, redémarrer l'élevage de la race. Donc à la fin de la guerre, l'élevage recommence, mais c'est quand même très compliqué parce qu'il n'y a plus beaucoup de spécimens. Donc pour le pool génétique, c'est pas simple. Ils vont être obligés d'ajouter du sang nouveau. Certains vont choisir d'utiliser la lignée d'Ishinazeki qui contient du sang de Tosa Inu, le fameux chien de combat. Et d'autres vont choisir la lignée d'Ewa qui avait incorporé du sang de berger allemand pendant la guerre. Un chien qui s'appelle Kongogo est le symbole parfait de cette lignée d'Ewa. Kongogo qui va ensuite devenir une lignée tellement ce chien a été important à cette période. Et c'est aussi à cette période que les Américains, donc les soldats américains qui occupaient encore le Japon, vont s'amouracher de cette race, donc l'Akita, et vont commencer à en ramener aux États-Unis. On dit que les Américains étaient particulièrement attirés par le style d'Ewa. Donc ils auraient principalement importé des chiens de la lignée d'Ewa aux États-Unis.
Donc des chiens, comme je vous le disais, croisés avec du berger allemand. Bon, comme d'habitude, ce n'est pas si simple. On sait que sur le territoire japonais, il y avait aussi des mastifs. Donc voilà, il y a peut-être eu d'autres chiens qui ont servi à la constitution de ces lignées. Ce qui va avoir une très grande importance donc, dans la différenciation de l'Akita américain et de l'Akita japonais. On a maintenant deux évolutions séparées. Donc aux États-Unis, le style Kongogo, donc de la lignée Dewa, est très populaire. Les Américains adorent ça. Des têtes, ça comme, tu vois. Et puis au Japon, eux, ils vont vraiment avoir la volonté de retourner au style Spitz, donc avec les petites oreilles triangulaires, le petit museau pointu et des corps plus sveltes. Et avec le temps et avec du travail, ils vont y arriver. En 1972, l'AKC va reconnaître l'Akita, mais la séparation entre l'Akita américain et l'Akita japonais ne sera pas encore claire. En 1999, la FCI a reconnu que c'était deux races bien distinctes, et en 2020, l'AKC a reconnu l'Akita Inu japonais. Donc aujourd'hui, l'Akita américain et l'Akita Inu japonais sont deux races extrêmement populaires dans le monde entier. On va justement parler des différences donc, entre l'Akita américain et l'Akita Inu japonais. L'Akita américain de corps est plus massif que l'Akita Inu japonais, mais les différences principales sont surtout au niveau de la tête. Donc la tête est beaucoup plus massive, les oreilles sont plus grandes et moins pointues, plus arrondies. Le museau est plus large, moins pointu. Et puis il y a une très grosse différence aussi au niveau des yeux. Donc l'Akita Inu japonais a des petits yeux un peu en amande, un peu de style renard, tandis que l'Akita américain a des grands yeux ronds. Pour les couleurs acceptées, donc pour l'Akita américain, il n'y a pas de règle. Pour l'Akita Inu japonais, il y a 3 couleurs acceptées. Le rouge avec du blanc aussi en même temps. Le bringé qui peut aller du marron au gris au bringé noir. Et le blanc, pelage tout blanc. Pour l'Akita Inu japonais, le masque noir est refusé. Masque noir qui est le symbole du Kongogo style. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez le style américain ou le style japonais ? Moi, personnellement, j'aime beaucoup le style américain. Au niveau des maladies, donc hormis les problèmes osseux qui ne sont pas à l'apanage de l'Akita, il y a 2 maladies auto-immunes, le VKH et l'adénite sébacée, qui sont des maladies pas très cool. Au niveau du caractère, alors c'est là que ça devient intéressant. Donc, on entend beaucoup de choses concernant l'Akita, notamment que c'est un chien primitif. Bon, au final, quand vous regardez son histoire, il n'est pas si primitif que ça. Il y a eu beaucoup de croisements, il a failli disparaître, donc il a connu une renaissance assez récente. Donc voilà. Cependant, moi, si je devais le comparer à un humain, vous savez, ce serait un peu cette personne qui vous aime, mais qui n'arrive pas à exprimer ses émotions. C'est un peu ça, quoi. Un garde du corps, c'est proche des gens, il faut parler tout le temps, il faut être là. Moi, j'ai pas ces talents-là. L'Akita, c'est un chien qui sera toujours près de vous. C'est un très bon chien de garde. C'est un bon chien de famille, mais plutôt lié à une personne. C'est plutôt le chien d'une personne. Il est toujours dans la même pièce que vous, mais il n'est pas collé à vous. Voilà, il a quand même besoin de ses distances. Ça, c'est une première chose à savoir. C'est pas forcément un pot de colle, toujours en train de demander des câlins. C'est pas le type de l'Akita. Deuxièmement, c'est un chien très intelligent et ça va avec l'indépendance. Le fait qu'il soit intelligent, justement, c'est un chien qui va très vite s'ennuyer, qui va avoir besoin de motivation, mais d'une motivation intelligente, recherchée. Voilà, va falloir faire preuve d'un peu d'imagination avec lui, parce que il va pas faire tout ce que vous voulez quand vous voulez. En gros, c'est pas un malinois, quoi. Il va pas tout faire pour une balle. Vous voyez, il va pas sauter des rivières, monter des murs pour une balle. Donc si c'est ça que vous cherchez, l'Akita, c'est pas le bon chien. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas lui donner une éducation. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire des épreuves sportives avec. On a des Akita qui font de l'agility et qui sont très bons. Pendant l'éducation, on va aussi pouvoir remarquer un certain déficit de l'attention. Mais alors attention, parce que c'est pas forcément un défaut. Ça vient d'une qualité à la base, puisque c'est un chien de garde. Et les chiens de garde, qu'est-ce qu'ils font ? Ils surveillent. Donc il va pas être tout le temps focalisé sur vous. Lui, il est là, il surveille ce qui se passe à l'extérieur. Pour la garde, les tempéraments varient. Certains peuvent être très amicaux envers les étrangers, d'autres très méfiants. Par contre, petite parenthèse, quand je dis chien indépendant, on n'est pas sur un Kangal, vous voyez, on n'est pas sur un chien de protection de troupeau, ça n'a rien à voir, c'est pas le même genre d'indépendance. Il va quand même avoir besoin de faire une équipe avec vous. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il devienne un chien de garde, vous ne pouvez pas le laisser dans la cour et vous attendre à ce qu'il fasse la sélection correcte entre les amis et les étrangers. Donc il va falloir quand même passer beaucoup de temps avec. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il vous comprenne pour pouvoir bien travailler. Au niveau besoins énergétiques, c'est pas encore une fois des malinois, ce sont des besoins énergétiques tout à fait modérés.
Pour l'habitation, donc les propriétaires à qui j'ai parlé conseillent donc en général une maison avec un jardin, c'est vraiment beaucoup mieux pour eux, et avec une clôture de minimum 1,80 m de haut, ça aussi c'est important. J'ai une personne récemment qui vit en appartement et qui me demandait ce que je pensais de l'Akita américain. Il avait vu le chien de Henry Cavill donc sur Instagram, voilà. Bon, alors oui, évidemment, donc c'est ça le problème avec l'Akita, c'est que c'est un chien extrêmement attractif au niveau physique. Ça a l'air très mignon, voilà, on dirait une peluche. Mais bon, déjà, c'est quand même un chien de taille assez considérable, faut pas l'oublier. Et puis, bah, regardez Henry Cavill, hein, si vous regardez sur ses posts, voilà, vous voyez la propriété qu'il a, donc c'est pas pour rien. La sociabilisation, bien évidemment, elle est importante pour tous les chiens, mais encore plus avec l'Akita, qui a un passé de chien de combat et qui peut être agressif envers ses congénères, notamment les congénères du même sexe. C'est très compliqué d'avoir 2 Akita femelles ou 2 Akita mâles ensemble à la maison. En résumé, je dirais que ce n'est pas un chien pour tout le monde et ce n'est pas conseillé comme premier chien. Une autre chose à vraiment prendre en compte, c'est la fourrure. Donc ils ont une fourrure extrêmement dense, donc si vous n'aimez pas les poils, ces chiens ne sont pas pour vous. Voilà la famille, l'Akita. Bon, alors ne vous faites pas avoir par son physique extrêmement attractif. Oui, évidemment, ce sont des chiens magnifiques, ils sont extrêmement mignons, donc c'est facile de craquer, mais n'oubliez pas que ce sont des grands chiens avec un caractère quand même assez particulier qui vont donc vous demander beaucoup de temps et de patience. Donc, faites votre choix de manière réfléchie et posée. S'il y a des propriétaires d'Akita américains ou Akita japonais Inu qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, témoignez, dites-nous ce qu'il en est. Donc, comment vous avez vécu leur éducation, comment est leur comportement, comment est leur caractère. Et pour ceux qui n'ont pas d'Akita, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ce chien beau? Est-ce que ça vous intéresserait? Merci donc pour vos nombreux commentaires à chaque fois sur chaque vidéo. C'est un vrai plaisir. On débat, c'est super intéressant. Je lis tout. N'hésitez pas à me conseiller des chiens à faire pour de prochaines vidéos. Grâce à vous aussi, je découvre de nouvelles races. C'est super intéressant. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager cette vidéo. Ça aide beaucoup. Je vous dis à bientôt. Ciao.